Bonjour à tous, on enchaîne avec les cours de gestion des douleurs chroniques et on va faire un retour sur l'ensemble des cours de niveau 1 et niveau 2 qu'on a fait précédemment. On va commencer par reposer quelques questions. Le cerveau peut libérer des substances chimiques pouvant faciliter les informations nociceptives. Est-ce vrai ou faux? Bien, c'est vrai. Le cerveau, il peut sécréter des substances qui vont aider à faire remonter les informations du danger, qui vont être interprétées après comme des informations de douleur. Il existe un centre de la douleur qui doit remettre en place toutes les informations de danger et créer une expérience douloureuse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux. C'est pas un centre de la douleur parce qu'en fait, il y a plusieurs nœuds d'allumage dans le cerveau qui s'activent pour créer l'expérience douloureuse. Mais si on prend à l'échelle du corps humain, on pourrait dire que le centre de la douleur, dans ce cas-là, ce serait le cerveau. Les sensations complexes comme l'étirement, brûlure, agonie dont nous sommes conscients sont toujours le fruit du cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc c'est vrai. Celle-ci, elle est revenue à plusieurs reprises. Le nombre de capteurs est influencé par l'importance de la sensibilité de la zone pour votre cerveau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, le nombre d'unités qui permettent de ressentir les choses thermiques, chimiques ou encore mécaniques, est-ce qu'elles peuvent être augmentées dans votre peau, par exemple, si votre cerveau juge que la peau est en danger et qu'il faudrait faire remonter les informations de douleur? La réponse est vraie. Le nombre de capteurs est influencé par l'importance de la sensibilité pour votre cerveau. Donc, excusez-moi, j'avais refait déjà. Et alors, on va revoir un petit peu le circuit de la douleur. On avait vu qu'à l'origine de la douleur, il y avait toujours un stimuli, hein. Donc, le stimuli, ça peut être une blessure musculaire, ça peut être une blessure discale, une blessure nerveuse ou alors une blessure articulaire. Ces stimuli vont être ressentis par les axones des neurones et ils vont être remontés par voie chimique euh, et électrique jusqu'à la moelle épinière, puis ensuite de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Donc on va reprendre un petit peu globalement les stimuli. Alors la blessure musculaire, les muscles possèdent de nombreux capteurs, ils peuvent être impliqués dans une part importante d'expériences douloureuses. Les muscles sont très irrigués, ils guérissent à une vitesse grand V, un exemple la langue qui guérit très rapidement en 2-3 jours. Il est difficile d'atteindre gravement la structure d'un muscle, claquage, élongation, déchirure sont rares. Ensuite, la structure discale. L'extérieur des disques elle est entourée d'un anneau fibreux très innervé. Les disques dégénèrent naturellement, ils ne sont pas censés entraîner des douleurs, c'est un processus qui est dit normal. Les blessures nerveuses, la partie ligamentaire des nerfs, 50% présentent des capteurs mécaniques, donc les nerfs sont doués d'une sensibilité. Les capteurs des nerfs peuvent être stimulés par manque de sang, compression par exemple du nerf, ou par étirement mécanique. Les nerfs sont en glissement dans le corps lorsque l'on bouge. Les blessures ou les douleurs qui réduisent le mouvement entraînent des restrictions de mobilité du nerf. Ensuite, les blessures articulaires. Donc, il y a énormément de capteurs de danger dans les articulations, notamment dans la membrane synoviale. La membrane synoviale, c'est une membrane qui tapisse tout l'intérieur de l'articulation et donc qui est présente dans toute l'articulation. Dans certaines pathologies inflammatoires, ces capteurs sont donc super sollicités. Et les articulations adorent le mouvement et les compressions régulières. Ça leur permet une meilleure nutrition du cartilage et une meilleure densité osseuse. Donc le fait de ne pas faire de mouvement pour les articulations, on disait que ce n'était pas forcément la solution. Plus les changements au sein de l'articulation sont lents, moins les articulations sont douloureuses. Donc moins vous avez un métabolisme traumatique d'arthrose, moins vous aurez de chances d'avoir des douleurs. Par contre, si vous sautez très fort sur les genoux parce que vous atterrissez de 4 mètres, c'est possible que ça puisse être le démarrage de vos douleurs articulaires. Donc ensuite, on a vu les différents stimuli qui peuvent entraîner une réaction, euh, comment dire, faire passer un signal nociceptif. On va voir après le stimuli à la douleur, donc c'est la partie B, c'est-à-dire comment le stimuli va créer la douleur. Alors ici, vous voyez un stimuli, hein, ce serait par exemple la piqûre d'une seringue.
et on voit à droite le cerveau. Au milieu, donc si vous regardez en haut, on a le nerf numéro 1. Au milieu, c'est la moelle épinière, et ensuite on a le nerf numéro 2 qui va jusqu'au cerveau. Je pense que ça va être assez clair quand on va continuer. Donc, premier stimuli, on va prendre un stimuli où, lorsqu'on pique, il n'y a pas suffisamment de force dans la piqûre, elle n'est pas suffisamment placée sur différents récepteurs pour qu'il y ait la conduction du signal par le nerf 1. Donc ça, c'est un premier exemple possible. Pas assez de stimulus, pas de potentiel d'action, et donc du coup, le message, il n'est pas conduit du tout. Donc ça, c'est quand c'est un très faible stimulus. Si par contre le stimulus devient plus important, par exemple on appuie plus fort ou alors on appuie sur une zone plus large, il va peut-être passer le neurone 1 et arriver jusqu'à la moelle épinière. Mais peut-être que le message va rester bloqué au niveau de la moelle épinière parce qu'il n'y a pas assez de zones qui sont impliquées et donc du coup le message n'est pas suffisamment fort pour passer au niveau de la moelle épinière. C'est le deuxième filtre. Ensuite, on a des messages qui vont passer jusqu'au cerveau. Donc, on va prendre l'exemple du coup d'une piqûre, encore une fois, qui va passer le premier neurone. Donc, le potentiel d'action va conduire le message jusqu'à la moelle épinière, puis de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Donc, l'information de danger arrive au cerveau, et encore une fois, à ce moment-là, ce n'est qu'une information et ce n'est pas encore la douleur. Donc on conduit toujours les deux trains, là, c'est deux stimulus différents qui arrivent jusqu'au cerveau. Une fois qu'ils arrivent jusqu'au cerveau, ces stimulus vont s'activer les nœuds d'allumage qui vont analyser le message pour savoir s'il y a une menace pour votre corps. Et l'information va arriver du coup au cerveau comme une information de danger, ok. Et en fonction des nœuds d'allumage, on va se constituer éventuellement l'expérience douloureuse. Mais pas que. Donc dans un premier cas, le cerveau peut vous dire bah non, c'est pas suffisamment important, et donc du coup je vais même ignorer ces informations de nociception. C'est ce qui se passe régulièrement dans le corps parce que figurez-vous que de la nociception, c'est-à-dire des remontées de signaux de danger, vous en faites un petit peu à toutes vos articulations. On a toujours des petites choses, des petites inflammations tendineuses, des petites inflammations musculaires, etc. Et heureusement, on ne métabolise pas toujours ça comme une expérience douloureuse. Et dans certains cas, si le cerveau juge que c'est nécessaire et qu'il faut du coup engendrer des actions pour éviter que le phénomène de danger s'aggrave ou reste à son niveau, il va mettre en place son système de protection. On avait dit que dans le système de protection, il y avait des réactions du système sympathique, système immunitaire, système musculaire, le système endocrinien, et dans ce système de protection, il y avait la douleur. Et la douleur, c'était finalement une façon de vous résumer une action à faire pour éviter d'aggraver le phénomène de danger qui se passe dans votre organisme. Donc ça active le système de protection le plus adapté à votre pathologie. On va voir deux mécanismes qui modulent la douleur. Il existe un premier mécanisme qu'on appelle la facilitation centrale. Qu'est-ce que c'est la facilitation centrale? Finalement, comme vous voyez l'image ici, c'est le vilain. C'est des substances chimiques qui sont envoyées depuis votre cerveau pour augmenter le message nerveux de danger. Ce système, il est permis par des hormones qui sont sécrétées du coup par le cerveau. Elles augmentent le message au niveau des synapses. Donc, rappelez-vous, les synapses, c'est la rencontre d'un neurone avec un deuxième. Elles peuvent augmenter la fabrication de capteurs à long terme. Donc c'est ça qui permettait d'augmenter le nombre de récepteurs dans une partie de votre corps en fonction de la douleur. Alors elle est caractérisée par une hormone en particulier qu'on appelle la cholécystokinine. C'est une hormone qui permet justement de faire remonter plus facilement les informations. Ces substances se positionnent dans la synapse et elles amplifient les messages qui sont issus des blessures et de l'inflammation. Sont favorisées par l'anticipation de la douleur, la peur et la catastrophisation. Donc quand on est dans un schéma d'ignorance de la douleur, de peur, de croyance, de catastrophisation de sa douleur, on est constamment en train en fait de créer cette hormone, la cholécystokinine, qui voyage dans tout le corps et qui fait remonter toutes les informations douloureuses beaucoup plus facilement. Ce qui explique parfois que certaines personnes ressentent énormément de douleur à cause de leur corps. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que plus elles ressentent de douleur, plus elles pensent qu'il y a quelque chose de grave qui leur arrive. Et donc du coup, plus
elles ont peur et plus elles sécrètent cette cholécystokinine. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut pouvoir mettre un point d'arrêt, un frein, parce que sinon on s'en sort pas dans ces douleurs et on continue d'avoir mal ad vitam aeternam. On va voir un petit peu où est-ce qu'elle a un impact du coup, cette hormone. Donc on le voit ici, l'hormone elle a un impact dans le premier cas de figure, donc le premier wagon et le deuxième wagon. Et globalement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là où il y avait un filtre avant, il n'y en aura plus pour le deuxième wagon. Ok, il va pouvoir faire remonter le système de la douleur jusqu'au cerveau, alors qu'avant il s'arrêtait à la moelle épinière. Mais rassurez-vous, il y a un deuxième mécanisme de modulation de la douleur qu'on appelle l'inhibition centrale. Et ça, c'est plutôt le gentil. Ok, c'est le super-héros, c'est celui qui faut essayer de faire travailler le plus possible. Donc d'un côté, c'est une balance, hein. On a une hormone qui est méchante, et de l'autre côté, on a une hormone qui est gentille. Il faut éviter de sécréter l'hormone qui est méchante, d'un côté, et puis augmenter la sécrétion de l'hormone qui est gentille. Et il y a différentes façons de pouvoir le faire. Donc c'est des substances chimiques qui sont envoyées depuis votre cerveau pour limiter le message nerveux de danger. Ce système, il est permis par les hormones, encore une fois. Elles limitent le message au niveau des synapses, elles font l'inverse de l'autre, et elles peuvent limiter la fabrication de capteurs à long terme. Donc c'est exactement l'inverse de l'autre. Donc parmi ces hormones, je vais vous les citer, mais on s'en fiche, hein. Il y a la sérotonine, la dynorphine, l'encéphaline, l'endorphine et la dopamine. Les régions du cerveau qui sécrètent ces hormones sont la région rostroventrale de la moelle épinière et la substance grise périaqueducale. Donc ça, c'est pas important, on s'en fiche un petit peu, mais si un jour vous avez envie de le ressortir à un repas de famille, ça peut faire bonne impression. Donc globalement, où est-ce qu'elle se situe, l'inhibition centrale? Elle va jouer sur les différents wagons aussi, et elle va faire en sorte que les wagons ils puissent pas aller plus loin, entre guillemets. Elle va stopper le passage des wagons, notamment d'un des wagons, là on le voit ici, qui allait jusqu'au cerveau. Donc du coup, il y a moins d'informations douloureuses qui arrivent jusqu'au cerveau. Hop. On va enchaîner immédiatement sur un cours sur le sommeil. Hop, tac. Donc ça, c'est un petit bonus. Donc c'est un cours qu'avait fait une de mes stagiaires. Et donc je lui avais demandé de le faire parce qu'il y a une interaction entre le sommeil et la douleur. Et donc elle avait très bien fait, donc je le reprends là tout de suite sur ce cours-là. Donc à quoi ça sert le sommeil? Il faut savoir que le sommeil, c'est quand même un tiers de notre existence, donc il doit y avoir une raison à ça. Le sommeil, c'est quelque chose qui est essentiel. Il est divisé en cycles d'1h30 qui se répètent 3 à 5 fois par nuit en fonction du temps où vous allez dormir. Et le sommeil permet une récupération de l'organisme, qu'elle soit physique et psychologique. Elle permet aussi la mémorisation et l'assimilation des connaissances. Elle permet d'avoir un repère dans le temps grâce à l'alternance entre la veille et le sommeil. Donc elle a un rôle un petit peu d'horloge humaine. Donc on voit pendant le cycle d'1h30 que on a un cycle d'endormissement, puis un cycle de sommeil profond, puis un cycle de sommeil paradoxal. Donc en fait, il y a des cycles qui se répètent et on verra après comment se positionnent ces cycles. Il y a une influence de la douleur sur le sommeil. La douleur, elle peut influencer le sommeil dans le sens où lorsqu'on est douloureux, ça va modifier le sommeil. On va moins dormir, on va être incapable de dormir parfois à partir d'une certaine heure. Et parfois, vous n'allez même pas du tout pouvoir dormir à cause de votre douleur. Et le sommeil, il peut aussi influencer la douleur. C'est-à-dire que si vous dormez mal, nécessairement, vous aurez plus de douleur parce que votre corps va se mettre dans un état d'éveil de ces sensations. Environ 50% des personnes qui souffrent d'insomnie développent une douleur persistante. Donc ça, c'est juste une indication de l'interaction entre la douleur chronique et l'absence de sommeil. La qualité du sommeil, elle peut influencer les symptômes douloureux. Alors, les différents stades du sommeil, on a des répétitions de cycles de 90 minutes, 3 à 5 cycles par nuit, donc je le disais auparavant. Et il y a plusieurs stades. Donc si vous voyez ici le schéma,
De bas en haut, on montre du coup la qualité de l'éveil. Ok. Quand vous êtes tout en haut de la courbe, vous êtes éveillé. Lorsque vous êtes tout en bas, vous êtes vraiment euh, pas du tout éveillé, vous êtes vraiment en train de dormir très profondément. Et puis on voit ici une horloge qui va de 23 heures à 7 heures dans le temps. Ok. Le sommeil paradoxal, il faut savoir que c'est une partie qui est importante, mais dans lequel votre cerveau travaille encore beaucoup. Ok, donc il y a différents sommeils paradoxaux. On voit un premier cycle vers 1 heure du matin, un deuxième vers 3 heures, un quatrième vers 5 heures, et puis même un cinquième vers 7 heures. Le sommeil paradoxal, c'est un moment où vous êtes quasiment éveillé. Je pense qu'on a tous eu cette sensation de pouvoir à la fois écouter ce qui se passe dans la pièce, etc., mais en même temps d'avoir la sensation de dormir. Ben, c'est ça le sommeil paradoxal. Alors on a aussi le sommeil lent. Le sommeil lent léger, on les voit ici, N1 et N2, et puis le sommeil lent profond, N3. Bon, c'est différents stades, ils vont pas permettre la même récupération. Donc c'est important de pouvoir avoir tous ces stades-là. Donc on revient sur le sommeil paradoxal, c'est un stade où se déroulent les rêves en général. Les rythmes cérébraux sont rapides, les mouvements des yeux sont rapides également, et ça permet la mémorisation et l'apprentissage, donc c'est très important. Le sommeil lent léger, c'est un moment où on est facilement réveillable. Il y a une activité cérébrale qui se ralentit peu à peu. Tandis que le sommeil lent profond, on est vraiment dans de la récupération physique et ça permet la restauration métabolique, la sécrétion hormonale, donc des hormones de croissance, etc. C'est vraiment beaucoup plus important dans le fond, dans l'organisme, le sommeil lent profond. En début de nuit, on a plus de sommeil lent. Ok, on le voit ici sur le graphique, il dure beaucoup plus longtemps. Et puis en fin de nuit, on a plus de sommeil paradoxal. C'est ce qui explique parfois que les douleurs, elles arrivent plutôt dans la seconde partie de la nuit. C'est un moment où on est quand même à mi-chemin entre l'endormissement total et l'éveil. Donc du coup, on peut ressentir ces sensations. Et le cerveau aussi, il est dans une activité cérébrale importante, donc il peut vous faire recréer de l'expérience douloureuse. C'est la raison pour laquelle on se réveille souvent en plein rêve. Parce que le sommeil paradoxal, il est, euh, il est situé à un moment où on est vraiment euh, à la fin de sa nuit. Alors comment marche le sommeil? Il y a des nombreux neuromédiateurs qui sont responsables de l'éveil, la sérotonine, l'adénosine, la mélatonine. Et sous l'influence de ces deux processus, on a deux types de processus. Un processus qu'on dit circadien et un processus qui est dit homéostatique. Donc on va voir la différence tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est le processus homéostatique? C'est l'augmentation des besoins de sommeil au cours de la journée. Plus la durée de veille est prolongée, plus le sommeil profond sera important. C'est dépendant de l'accumulation d'adénosine, donc qui est créée lors des activités physiques. Donc plus la journée aura été remplie d'activités physiques, plus la entre guillemets pression de sommeil sera élevée. Donc plus on va avoir une journée rythmée où on va faire beaucoup de choses, plus on va avoir des facilités finalement à s'endormir parce que on aura respecté son processus homéostatique. Attention, la caféine, elle bloque les récepteurs à l'adénosine, ça qui empêche l'endormissement parfois chez des personnes qui boivent un petit peu trop de caféine. Alors on a un deuxième processus, c'est le processus circadien qui est une horloge biologique interne. Elle est responsable de l'alternance veille-sommeil, de la température du corps et la production hormonale sérotonine-mélatonine. Il y a une périodicité de 24 heures environ qui est liée à la température du corps et à la lumière. Donc globalement, c'est ce qui permet justement, vous savez, aux personnes qui sont aveugles, de avoir leur rythme de sommeil. Euh, pardon. La différence justement entre le processus circadien et homéostatique, c'est que les personnes qui sont aveugles, elles vont pas ressentir la différence de lumière, vont juste ressentir la différence de température. Donc heureusement qu'il existe le processus homéostatique qui est lié à l'activité qu'on va faire dans la journée, parce que sinon elle serait décalée dans le temps.
Et le processus circadien, c'est le processus euh, qui est entre guillemets abîmé lorsque vous allez faire un voyage et que vous allez vous décaler votre horloge biologique interne finalement. Parce que le soleil, il va pas se coucher à la même heure que, euh, par exemple en métropole, quand vous êtes à La Réunion. Ok. Et donc du coup, bah, quand on revient et qu'on a 3 heures de décalage de lumière, on a du mal parfois à se coucher parce que bah, le processus circadien, il a été changé. Donc le sommeil survient quand la température diminue plutôt le soir. Donc c'est mieux de dormir dans une pièce qui est plutôt fraîche. Et le réveil survient quand la température augmente le matin. Nociception et sommeil. Il y a un abaissement de la perception de la douleur pendant le sommeil. Plus on est alerte, plus la sensation de douleur est forte et inversement. Mais le cerveau endormi n'est pas totalement isolé du monde extérieur et des stimulus douloureux peuvent provoquer des réveils et des changements de stade de sommeil. La nociception et le sommeil, toujours, la douleur chronique, elle entraîne un sommeil qui est fragmenté plutôt que continu, avec des fluctuations cycliques importantes du fait de fréquents réveils, 3 à 10 secondes, une activité du cœur qui redémarre, des muscles qui sont en activité aussi pour se retourner, souvent on recherche une position de confort, et puis bah, le cerveau qui reprend une activité aussi plus intense. Il y a davantage de changements de stade et de mouvements corporels, moins de périodes de sommeil lent profond quand on a une douleur chronique. Donc c'est des choses qui perturbent le sommeil. Il y a l'hyperactivité des fonctions cérébrales. Euh, c'est ce qui fait qu'en fait, on a parfois dans des douleurs chroniques la sensation que le sommeil n'est pas récupérateur, qu'on n'arrive pas à récupérer, qu'on a dormi, mais en fait, on ne sait pas trop si on a vraiment dormi parce que on n'a pas cette sensation de réveil où on se dit ah j'ai passé une bonne nuit. Agir sur la qualité du sommeil, c'est d'une certaine manière bah, gérer la lumière et le sommeil. Donc la mélatonine fait partie du rythme circadien, c'est l'hormone du sommeil, elle aide à l'endormissement et à rester endormi. Et il faut savoir qu'elle est sécrétée par la glande pinéale, donc c'est une glande qu'on a dans l'organisme, et qu'elle est sécrétée en réponse à l'absence de lumière. Donc plus vous allez être dans une phase où il y aura moins de lumière, plus vous allez avoir de facilité à dormir parce que la mélatonine va être sécrétée. Et donc du coup, bah, pour éviter d'avoir des problèmes d'endormissement, il faut éviter la lumière le soir. Donc trop de lumière, ça réduit la libération de la mélatonine. Le cerveau pense qu'on est le matin finalement. Donc il faut préférer des lumières tamisées quand même si vous regardez la télé, etc. Et éviter les lumières des écrans, à laquelle la mélatonine est particulièrement sensible, notamment la lumière bleue. Il faut savoir qu'il y a des applications sur les smartphones. Pour citer une marque, du coup, on va citer Apple. Vous avez l'application Night Shift, et puis bah, sur Samsung, pour citer deux marques, vous avez aussi une application qui existe, dont je ne me rappelle pas le nom. Le but, c'est d'empêcher l'entrée de la lumière dans votre chambre, l'entrée de la lumière dans la pièce de vie où vous allez essayer de trouver le sommeil. Donc on évite aussi les réveils qui sont tout le temps en train de mettre de la lumière, ou alors une prise multiprise qui a une sorte de veilleuse ou des choses comme ça. Plus la pièce va être sombre, plus vous aurez de facilité à vous endormir. Et puis bah, éventuellement, vous pouvez porter un masque de nuit si besoin, si bah, votre conjoint il préfère qu'il y ait un petit peu de lumière et lui il n'a pas de souci d'endormissement, ça peut être une solution pour éviter de faire chambre à part. Le bruit et le sommeil. Bah, il est compliqué de dormir quand il y a trop de bruit, c'est évident. Tout ce qui est trafic, ronflement, travaux, c'est difficile à gérer. Donc les bruits courts, aigus, intenses ou imprévisibles, ça perturbe le sommeil. Donc des petits conseils, c'est bah, premièrement si on peut éliminer la source de bruit et deuxièmement changer d'endroit. Ensuite, troisièmement, utiliser des bouchons d'oreille. Et puis bah, éventuellement aussi on peut masquer le bruit par un autre bruit de fond, comme un ventilateur par exemple, qui donne un bruit lui qui est constant et qui n'est pas intermittent et imprévisible. Le bruit et les émotions. Il faut savoir que plus il y a le bruit, plus ça peut affecter les émotions. Il peut nous rendre en colère, nous frustrer, affecter notre sommeil. Il faut savoir que quand on est en colère, en fait, on est en activité cérébrale assez importante, donc on ne pourra pas trouver le sommeil. Donc il faut apprendre à rester calme, apprendre à poser les choses, ne pas ignorer le son, mais se focaliser dessus pour plutôt méditer éventuellement, vraiment accepter le son finalement. Une petite astuce pour s'endormir,
bah, il faut libérer votre esprit de vos pensées, donc ça c'est important, parce que noter ces pensées dans un carnet près de votre lit, ça peut libérer votre esprit. C'est une façon de se dire, bah, j'ai plus ça en charge, et puis éventuellement, si c'est parce que vous aviez des dossiers à traiter, etc., c'est quelque chose que vous pourrez travailler le lendemain, et essayer de bah, les ignorer le soir. Retournez votre réveil si vous vous préoccupez du temps qui vous reste à dormir, ça c'est important, parce que souvent c'est quelque chose qui va énerver de savoir qu'en fait l'horloge elle tourne et que vous n'arrivez pas à trouver euh, votre sensation d'endormissement. Et donc vous allez t'amener parfois, soit c'est le téléphone, soit c'est l'horloge, à regarder régulièrement l'horloge ou le téléphone, et finalement bah, vous vous énervez, vous restez pas calme, et donc vous êtes en activité cérébrale importante. Ne pas s'inquiéter si vous ne vous endormez pas. Une mauvaise nuit de temps en temps n'est pas dramatique. La méthode 3-2-1, c'est une méthode qui permet parfois de trouver le sommeil. Donc, euh, il faut essayer de rechercher et compter 3 sons. Donc, des sons qui sont dans les pièces, ou essayer d'imaginer des sons qu'on connaît. 3 sensations corporelles, donc ça c'est mieux d'essayer de ressentir les sensations corporelles de son corps. Donc, par exemple, la sensation de sa main dans l'espace, la sensation de l'appui de son dos sur le matelas, etc. 3 images. Donc, ça c'est à vous de trouver des images. Ensuite, on recherche et on compte encore 2 sons, 2 sensations corporelles, 2 images, puis un son, une sensation corporelle, une image. Et alors paraît-il que on s'arrête, en général on trouve l'endormissement à l'étape 2. Donc il faut recommencer le processus, et si vous perdez le fil, vous recommencez. Au bout d'un moment, vous allez vous endormir. Si au bout d'1 heure, vous n'êtes pas du tout prêt à dormir, levez-vous pour lire un livre ennuyeux pendant 20 minutes, puis recommencez la technique 3-2. Attention aussi à la médicamentation. Les médicaments pour le sommeil et contre la douleur ne sont pas toujours bons à prendre ensemble. Si votre médecin vous en a prescrit, assurez-vous qu'il soit au courant de tous les médicaments que vous prenez. Et les somnifères, ils aident au début, mais ne sont pas une solution à long terme. Au contraire, ils vont dérégler. Merci de votre compréhension.